Là, nous sommes le 3 septembre 1950, dans la banlieue de Milan, à Monza, et aux alentours de 15h, en plein après-midi, un drapeau se baisse et 24 pilotes s'élancent pour qu'un seul d'entre eux soit couronné le premier champion du monde de l'histoire de la Formule 1. Mais si vous le voulez bien, revenons un peu en arrière pour comprendre l'importance de l'édition 1950. La Fédération internationale de l'automobile, en 1938, avait commencé à écrire un règlement semblable à celui que nous verrons peu après. Mais la Seconde Guerre mondiale a fait des ravages de 39 à 45, ce qui a fait passer les pays en économie de guerre, et par conséquent, l'automobile tout entier était paralysé. Suite au 8 mai 1945, l'Europe se ressaisissait de la guerre. Les gens voulaient se divertir, et la passion pour la course automobile refaisait surface. Les constructeurs et les pilotes avaient soif de compétition, et alors que le championnat de MotoGP venait d'être créé en 1949, l'année suivante, la FIA inaugure le championnat du monde de Formule 1. D'abord, faisons un tour par le règlement qui, vous allez le voir, est très différent de celui que nous avons aujourd'hui. Il y a un nombre de places illimité pour participer à une course. Chaque constructeur peut inscrire sa voiture selon les réglementations imposées, c'est-à-dire un moteur de 4,5 litres. Sachant que pendant la course, les pilotes peuvent échanger de voiture avec leur coéquipier, séparant le nombre de points en deux. Si un pilote fait une mauvaise qualification, il peut prendre la place de son coéquipier sur la grille. C'est comme si Perez prenait la pole de Verstappen aujourd'hui. Ensuite, les pilotes partaient pour des qualifications réparties sur 2 jours, et les meilleurs temps étaient retenus et déterminaient la grille du lendemain. L'importance de l'édition 1950, c'est également son calendrier composé de 7 grands prix. Grande-Bretagne, Monaco, les 500 miles Indianapolis, Suisse, Belgique, France et Italie. Ce que je viens de vous citer, cela vous semble normal, mais pour l'époque, c'est révolutionnaire d'avoir un vrai calendrier se tenant sur cette manche. Avant, les calendriers étaient désorganisés et c'est ça qui en fait une des spécificités de ce championnat. Sur chacun de ces grands prix, les pilotes parcouraient en moyenne 500 km. Le barème de points à la ligne d'arrivée est de 8 pour le premier, 6 pour le second, 4 pour le troisième, 3 pour le quatrième, 2 pour le cinquième et 1 pour le meilleur temps au tour. Sauf que les 4 meilleurs résultats étaient comptabilisés au championnat du monde. Allez savoir pourquoi. Et non, il n'y avait pas de réglementation sur les pneus, le carburant, le poids ou quoi que ce soit d'autre. C'est donc avec le minimum syndical en termes de réglementation que la Formule 1 débute. Bon, si vous n'avez pas compris tout le charabia que je viens de vous dire, je vais vous faire un exemple. Je vous emmène vers le premier Grand Prix. Au total, 24 pilotes sont inscrits et 21 ont pu participer aux qualifications. Et pour cette qualif, je vais pas tourner le temps autour du pot. Alfa Romeo a inscrit 4 pilotes et les 4 sont en première ligne. Alors oui, phrase bizarre, on se croirait en MotoGP, mais la grille ressemblait à ça. Ce qui me permet par ailleurs d'introduire le design des voitures. Autant vous dire qu'elles sont loin des voitures d'aujourd'hui bien plus complexes. Bref, on a un décor, un enjeu, je pense que je vais désormais présenter nos chers protagonistes. Tous chez l'écurie Alfa Romeo, à commencer par Juan Manuel Fangio, argentin de 39 ans, pilote depuis plus d'une vingtaine d'années, et arrivé en Europe il y a tout juste 2 ans où il a fait ses preuves. Giuseppe Farina, 44 ans, également pilote depuis plus d'une vingtaine d'années, mais plus connu des Européens de par sa nationalité italienne. Tout comme Luigi Fagioli, celui parmi les 3 ayant commencé la course le plus tôt en 1925. Et par conséquent, le plus âgé avec ses 52 ans. Par l'âge des pilotes, on sent une trace de la guerre car nous n'avons pas de nouvelle génération comme on en voit tous les ans dans la F1 moderne. Ces pilotes sont tous très vieux car ce sont des pilotes d'avant-guerre. La moyenne de la première ligne du premier Grand Prix est de 43 ans. C'est plus âgé que Fernando Alonso, le pilote de Formule 1 le plus vieux du championnat actuel. Comme je l'ai dit, l'importance de l'édition 1950, c'est ses circuits, et le tout premier, lui, est le plus important. Nous allons partir en Angleterre, à Oxford, en 1947, où un homme nommé Maurice Gegen voulait tester sa toute nouvelle voiture sortie du garage. Il a eu la brillante idée d'aller sur une ancienne base militaire abandonnée, se nommant Silverstone. Après avoir testé son bolide, il en a parlé aux gens du coin. Cela s'est propagé jusqu'à remonter à des organisations telles que le Royal Automobile Club, qui a organisé quelques courses jusqu'à ensuite remonter aux oreilles de la FIA, qui a décidé d'inaugurer la première course de l'histoire du championnat du monde de Formule 1 sur ce tracé. Après un contexte bien installé, nous pouvons aller à la course du samedi. 150 000 spectateurs sont présents, c'est absolument énorme. Rappelez-vous, nous sommes en 1950, il n'y a pas la com d'aujourd'hui. Et dans ces milliers de spectateurs, il y a le roi George VI et la reine d'Angleterre Elisabeth II. C'est vous dire l'importance de cette inauguration. L'attente est folle et le 13 mai 1950, à 15h, le drapeau se baisse et les pilotes inaugurent officiellement le championnat du monde de Formule 1. As they thunder away to a perfect start.
Farina garde la tête devant Fangio et peu après, Fagioli avec un rythme largement supérieur prend la tête. Il la conserve pendant quelques tours avant de se faire redépasser par Farina. Ce dernier passe au sang au 37e tour. L'arrêt a duré une trentaine de secondes, ce qui n'est pas trop mal pour l'époque. Par la suite, Fangio se montre menaçant sur le leader, mais au 62e tour, le pilote argentin abandonne à cause d'une fuite d'huile, laissant le champ libre à Farina, devenant le tout premier pilote à avoir gagné un Grand Prix de Formule 1. Il inscrit d'ores et déjà son nom dans la légende. Fagioli et Parnell complètent le podium. Cette première manche a offert son lot de divertissement aux 150 000 spectateurs qui ont été séduits par le spectacle, et c'est donc avec un triplé Alfa Romeo et pas loin d'un quadruplé que le championnat commence. Sachez que si cet Alfa Romeo fonctionne aussi bien, c'est en grande partie grâce à Ferrari. Et oui, l'écurie au cheval cabré a aidé son compatriote au développement de l'Alfa Romeo 158 qui date de 1937, donc avant la guerre. Ferrari, qui n'était pas présent à Silverstone, ne perd pas de temps et tout de suite comprend le potentiel de cette discipline et participe au Grand Prix de Monaco en inscrivant un certain Alberto Ascari. Les pilotes sont accueillis une semaine plus tard, en principauté, au Grand Prix de Monaco, étant le premier circuit urbain de la Formule 1. Fangio veut se refaire, Farina veut confirmer et Fagioli veut se montrer. Sous un temps ensoleillé, accompagné d'un vent assez fort, Fangio est en pôle devant Farina. Le départ est donné, Fangio garde la tête, quant à lui Farina perd 2 positions. Il cherche à tout prix à se rattraper et c'est là qu'arrive une section bien connue du Grand Prix de Monaco, le bureau de tabac. Farina prend une grosse rafale de vent et s'encastre contre le mur. Et en plus de cela, il est en plein sur la trajectoire. Derrière, Fagioli, de par son expérience, voit l'accident et parvient à s'arrêter à temps, mais ceux derrière arrivent à toute vitesse et détruisent l'Alfa Romeo. Au total, 9 abandons sont comptabilisés pour cet incident. Je vous rassure, seulement un pilote a eu le bras cassé, mais sur le tour numéro 2, Fangio arrive à toute vitesse. Il n'y a pas de drapeau, pas de voiture de sécurité, alors avec 9 abandons, le carambolage n'est pas évacué au complet. Mais l'Argentin freine et se fraye un chemin à travers les monoplaces. Beaucoup se sont demandé comment avait-il fait. D'abord, c'est parce qu'il a vu qu'il n'y avait plus personne derrière lui. Mais aussi car il a vu que les spectateurs ne portaient pas leur regard sur lui et qu'ils étaient tous rassemblés au niveau du bureau de tabac. Ensuite, Fangio a fait sa vie en tête et s'impose avec un temps d'avance sur le second et signe le premier grand chelem de l'histoire de la Formule 1. Le second, Ascari, signe une arrivée en force de Ferrari dans la catégorie. Alors, Indianapolis, on va faire court car ça n'a absolument pas impacté le championnat. Ce Grand Prix a été là uniquement pour que la Formule 1 ait une identité internationale et donc qu'elle ne reste pas juste en Europe. Les qualifiés étaient uniquement les Américains car la course était uniquement réservée aux IndyCar avec donc un règlement différent. Autant vous dire que ce Grand Prix ne servait pas à grand chose. Cette saison, on dirait qu'on avait plus 6 que 7 Grands Prix au championnat. Mais cela aura permis de qualifier la Formule 1 de mondiale et donc d'agrandir son influence. Enfin bref, le vainqueur du Grand Prix d'Indianapolis est Johnny Paulson. Farina et Fangio sont à égalité au championnat. Les deux veulent prouver leur valeur. On est déjà à la 4e manche sur 7. La pression commence à monter au sein de l'équipe Alfa Romeo. Nos 3 protagonistes s'élanceront de la première ligne. Fangio en pôle devant Farina. Fagioli, lui 3e, semble commencer à décrocher et perdre confiance. Sous un temps ensoleillé devant 200 000 spectateurs, les pilotes s'élancent. Fangio prend un excellent envol, car dans la tête de la course, une nouvelle fois, la bataille pour la victoire a l'air d'être entre Farina et Fangio. Leur écart est faible, contrairement à Fagioli qui lui est très loin, mais au 32e tour, Fangio doit abandonner sur casse mécanique, la 2e cette saison. Farina s'impose logiquement devant son compatriote, l'écart se creuse au championnat, Fangio est relégué derrière Fagioli en 3e position à 9 points du leader. Au circuit de Spa-Francorchamps, qui à l'époque mesurait 14 km de long, Farina se retrouve en pôle devant Fangio. Fagioli est toujours 3ème, un peu en retrait. Cette fois-ci, le départ est mouvementé. Fangio prend la tête devant Farina. Aux arrêts au stand, c'est un tout autre pilote, ni italien, ni argentin, mais français, qui va prendre la tête de ce Grand Prix. J'ai nommé Raymond Sommer, le tout premier français de l'histoire à prendre la tête d'un Grand Prix de Formule 1. Il va la conserver jusqu'au 17e tour, où il va être dépassé par Fangio et Farina. Puis il va abandonner et perd toute chance de marquer de gros points pour l'écurie Talbot Lago. Au tour 20, Juan Manuel Fangio aboutit sa manœuvre sur Farina et prend la tête jusqu'à la fin du Grand Prix. Derrière, la situation se complique. Pour son rival, Farina a des problèmes de transmission et doit passer à son stand. Il est renvoyé en piste en 3ème position, derrière Fagioli, mais il est au ralenti sur les 4 derniers tours, ce qui fait profiter Louis Rosier dans l'avant-dernier tour qui vient inscrire un podium. Le tout premier podium français. Farina termine donc 4ème de cette course. L'Argentin reprend sérieusement du terrain. Les pilotes
pilotes se rendent pour l'avant-dernière manche en France, à Reims. Fangio est en domination durant les essais. Il semble à l'aise et par conséquent prend la pole position devant Farina et Fagioli. Farina prend un meilleur départ et emmène ses coéquipiers, mais son arrivée au stand se passe très mal. Il est retardé de 7 minutes et est relancé en 8ème position. Les arrêts de deux autres Alfa Romeo se déroulent sans souci. Par la suite, Farina abandonne à cause d'un problème de pompe à essence. Fangio s'empare de la tête du championnat avec 26 points devant Fagioli qui lui en a 24 et Farina 22. Seulement 4 points séparent les trois pilotes à l'aube du Grand Prix de Monza, la dernière manche du calendrier qui décidera qui sera sacré premier champion du monde de Formule 1. La tension est à son paroxysme sur ce Grand Prix, surtout pour Farina et Fagioli qui sont à domicile. Fangio prend la pole position devant Ascari, Farina est 3ème et Fagioli tombe 5ème. Fangio est très favorable au titre, mais au départ Fangio perd tout et tombe en 3ème position à défaut de Farina qui lui réalise l'opposé et passe en première place. Mais à domicile, devant ses fans, il y a un tout autre pilote qui se révèle et c'est Alberto Ascari qui premièrement au 4ème tour dépasse Fangio et ensuite Farina lui prenant la tête de la course à domicile. Fangio reste sage et se maintient en 3ème position, le suffisant pour remporter le titre. Le pilote expérimenté fait preuve de patience. Mais la chaleur d'Italie fait apparaître une valse d'abandon très important. D'abord, Ascari est touché, mais malheureusement, Juan Manuel Fangio perd toute chance de titre mondial. Giuseppe Farina a désormais le titre entre ses mains et n'a plus qu'à ramener la voiture à la maison. Et c'est ce qu'il fait. Il l'emporte au bout du 80e tour et est sacré premier champion du monde de l'histoire de la Formule 1. Au classement, cela donne donc pour le top 5 Farina avec un total de 30 points, Fangio 27, Fagioli 24. Vient ensuite Louis Rosier au pied du podium avec 13 points et Alberto Ascari avec 11 unités. Un pilote qui, on le verra par la suite, a encore beaucoup à prouver. Abonne-toi, mets un like, mets un commentaire si tu veux que je réédite ce concept. Montrez-moi que vous aimez ce que je fais et montrez-moi aussi les erreurs dont je fais, car il y a des erreurs, j'en suis conscient, car il faut absolument que je m'améliore et je pourrais m'améliorer pour vous sortir d'encore meilleures vidéos au fur et à mesure. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne journée, une bonne soirée. Allez, ciao ciao.